Imaginez ceci, une ville consumée par le feu. Pas seulement des flammes, mais un brasier vivant engloutissant Rome, la plus grande ville de la Terre. La fumée noircit le ciel, des cris résonnent dans les rues et la panique s'empare de millions de personnes. Et au-dessus de tout cela, encadré par la lueur orange de la destruction, se tient l'empereur Néron. Non pas un sauveur, non pas un chef, mais un artiste. Avec une lyre dans les mains, il commence à chanter, tandis que son empire brûle. Mais l'incendie n'était que le début. Ce qui a suivi, c'est la trahison, le poison et le crime impensable d'avoir assassiné sa propre mère. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une descente dans l'esprit du dirigeant le plus monstrueux de Rome, un homme dont le pouvoir n'avait pas de limite et dont la cruauté n'avait pas de fin. Avez-vous déjà vu quelqu'un complètement perverti par le pouvoir? Dites-nous vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Et avant de plonger plus profondément dans ce récit choquant, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à démasquer les dirigeants les plus sombres de l'histoire. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et aimez cette vidéo dès maintenant. Cela signifie vraiment plus que vous ne le savez et nous aide à mettre en lumière davantage d'histoires oubliées. Imaginez Rome en 64, après JC, une ville réduite en cendres. Une lueur rouge et vorace emplissait le ciel nocturne, le transformant en une toile terrifiante de destruction. L'air était épais de fumée noire, irritant les yeux et les poumons, rendant la respiration difficile. Des cris résonnaient dans les rues étroites, tandis que d'innombrables personnes couraient, terrifiées, essayant d'échapper aux monstres ardents qui dévoraient leurs maisons, leurs boutiques et leur vie. Ce n'était pas un simple petit incendie. C'était une force imparable, consumant les bâtiments en bois, les temples anciens et tout sur son passage. Et là, sur une haute tour, loin de la fumée suffocante et des cris désespérés, se tenait l'empereur Néron. Il ne criait pas d'ordre à ses gardes. Il n'aidait pas son peuple à trouver refuge. Au lieu de cela, sous la lumière terrible et vacillante de la ville en flammes, il prit sa lyre et commença à chanter. Sa voix, disait-on, se mêlait au rugissement des flammes, tandis qu'il chantait la chute légendaire de l'ancienne Troie, une autre grande ville détruite par le feu. Rome mourait, et son dirigeant se produisait, perdu dans son art pervers. Imaginez voir votre monde entier brûler, votre maison s'effondrer, et votre chef, l'homme censé vous protéger, simplement observer et chanter. C'était une scène si incroyable, si cruelle, qu'elle est instantanément devenue une sombre légende. Ce moment a brossé un tableau glaçant d'un homme totalement détaché de la souffrance humaine. Un homme dont l'esprit fonctionnait d'une manière qu'aucune personne ordinaire ne pourrait jamais comprendre. Ce grand incendie n'était pas seulement un désastre, ce fut l'introduction terrifiante aux véritables profondeurs de l'esprit perturbé de l'empereur Néron. Ce n'était pas seulement un incendie, c'était le début d'une légende, un récit glaçant d'un empereur qui a transformé le pouvoir en quelque chose de monstrueux et de méconnaissable. La façon dont il a réagi à une telle catastrophe a montré au monde qu'il était différent, sombre et dangereux. Les gens ont commencé à se demander si cet incendie était un accident ou si c'était quelque chose de bien plus sinistre. Néron était-il vraiment un fou ou y avait-il un but cruel derrière ses actions? Les questions se firent de plus pressantes à mesure que les cendres refroidissaient. Qui était cet homme, Néron, qui pouvait regarder son empire brûler et trouver de la musique dans la destruction? Son histoire remet en question tout ce que vous pensez savoir sur le pouvoir absolu, sur ce qui se passe
lorsqu'une personne détient tout le pouvoir et n'a de compte à rendre à personne. Elle montre comment un pouvoir incontrôlé peut corrompre même l'âme. Ces sombres débuts remontaient bien avant les flammes de Rome. Né Lucius Domitius Aenobarbus en 37 après J.C., Néron est entré dans un monde où les liens familiaux ne pesaient rien face au jeu brutal du pouvoir. Sa famille, les puissants Julio-Claudiens, était déjà célèbre pour ses meurtres, ses trahisons et ses sombres secrets. C'était une dynastie bâtie sur l'ambition et souvent baignée de sang. Son père mourut jeune, le laissant avec sa mère, Agrippine la jeune. Elle était belle, oui, mais aussi incroyablement impitoyable et assoiffée de pouvoir, une maîtresse des secrets de cour et des meurtres silencieux. Agrippine était une force avec laquelle il fallait compter, une femme qui savait naviguer dans les eaux dangereuses de la politique romaine mieux que quiconque. Elle voyait son fils non pas seulement comme un enfant, mais comme un outil, un tremplin vers sa propre autorité suprême. Néron observa sa mère s'élever par la ruse et la manipulation, séduisant même l'empereur Claude, son propre oncle, pour l'épouser. Il la vit utiliser toutes les ficelles du métier, mots astucieux, complots cachés et élimination discrète de quiconque se mettait en travers de son chemin. Il apprit des meilleurs, non pas la philosophie ou la bonne gouvernance, mais comment trahir, comment manipuler et comment éliminer ses rivaux sans laisser de traces. Son chemin vers le pouvoir, semblait-il, était tracé par le sang et une sombre ambition. Avant même qu'il ne sache ce qu'était réellement le pouvoir. Il était un élève des ombres, enseigné par la maîtresse elle-même. Agrippine voyait en son fils son passeport vers le pouvoir suprême. Elle croyait qu'en plaçant Néron sur le trône, elle serait la véritable dirigeante, tirant les ficelles en coulisses. Elle planifiait méticuleusement chaque étape, chaque mouvement, pour faire de ce rêve une réalité. Mais un obstacle majeur se dressait sur son chemin. Claude avait un fils légitime, Britannicus, qui avait un droit légitime au trône. Elle travailla sans relâche, usant de son influence et de son charme, pour convaincre l'empereur Claude d'adopter Néron, bien que Néron ne fût pas son fils biologique. Cette manœuvre astucieuse rapprocha son fils du trône impérial, faisant de lui un concurrent sérieux. Puis, 150 après J.C., un événement soudain et suspect survint. Claude mourut pendant un dîner, probablement empoisonné par Agrippine. Ce fut une mort opportune, survenant au moment idéal pour ses plans. À seulement 16 ans, Néron devint soudain le plus jeune empereur romain. Ce n'était pas un garçon naïf, propulsé dans un nouveau rôle. Au lieu de cela, il était un élève du meurtre et de la tromperie, formé par la femme la plus dangereuse et la plus ambitieuse de Rome. Il avait été témoin de la cruauté, appris la manipulation et compris la nature impitoyable du pouvoir grâce à sa mère. Il était prêt pour le trône, peut-être trop prêt. Au début, le règne de Néron semblait prometteur, une bouffée d'air frais pour Rome. Guidé par de sages conseillers comme le respecté philosophe Sénèque et le général Burrus, il parla de respect pour le Sénat et de bonne gouvernance pour le peuple. Il promit une nouvelle ère, différente du règne sévère des empereurs passés. Ses premiers discours étaient pleins d'espoir et de bonnes intentions, suggérant un avenir juste et équis. Able. Cependant, sa mère, Agrippine, s'attendait à régner à travers lui, à être le véritable pouvoir derrière le trône. Elle croyait que ces années de planification et d'intrigue finiraient par porter leurs fruits, lui permettant de contrôler l'Empire depuis l'ombre. Cette croyance, ce désir ardent de détenir le pouvoir suprême, s'avérerait être son erreur fatale. Elle avait créé un roi, mais elle n'avait pas compris qu'un roi
une fois couronné, pourrait ne pas vouloir partager sa couronne. À peine un an après le début de son règne, Néron fit son premier pas pour affirmer son indépendance. Britannicus, le vrai fils de Claude, représentait toujours une menace, un rappel vivant de celui qui aurait dû être empereur. Tant que Britannicus vivait, le trône de Néron n'était pas vraiment sûr, et l'influence de sa mère sur lui était encore trop forte. Le jeune empereur commença à ressentir le poids des attentes et le murmure de la peur. Lors d'un dîner au palais, un événement somptueux destiné à célébrer, on servit du vin à Britannicus. Mais les eaux froides, ajoutées à celui-ci, souvent utilisées pour rafraîchir les boissons, contenaient un poison mortel. Le jeune garçon, de quelques années plus jeune que Néron, s'effondra sur le sol, convulsant violemment. Il mourut là, devant les invités horrifiés, son dernier souffle pris dans l'agonie. Ce fut une scène macabre qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. Néron, avec un calme choquant, écarta la mort comme une crise d'épilepsie, une maladie courante à l'époque. Mais tous les présents savaient que c'était un meurtre. Ils voyaient la froideur calculatrice dans ses yeux, l'absence d'émotion sur son visage. Cet acte brutal libéra Néron de l'influence directe de sa mère et élimina le dernier rival à son trône. Mais il montra aussi au monde le monstre impitoyable qu'il devenait rapidement, un dirigeant qui ne reculerait devant rien pour assurer son pouvoir. Agrippine réalisa alors qu'elle avait créé un monstre qu'elle ne pouvait contrôler. Le fils qu'elle avait soigneusement placé sur le trône se retournait contre elle, devenant une menace pour sa propre vie. Le garçon qu'elle avait préparé au pouvoir était maintenant trop puissant et trop dangereux, même pour elle. La peur, un sentiment qu'elle ressentait rarement, commença à s'insinuer dans son cœur. Elle tenta désespérément de maintenir son influence, critiquant ses choix, se moquant de ses décisions juvéniles et menaçant même de trouver un autre héritier au trône, peut-être même en soutenant la sœur de Britannicus. Ce défi direct à l'autorité de Néron scella son destin. Néron, qui venait de verser du sang pour assurer son pouvoir, ne tolérerait aucune opposition, surtout pas de la part de la femme qui croyait encore le posséder. Quel est le secret le plus étrange que vous ayez jamais découvert? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez soif d'inconnu, appuyez sur le bouton d'abonnement et aimez la vidéo pour rejoindre notre enquête. Néron planifia sa mort avec une touche tordue et dramatique, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Il invita sa mère à une croisière de plaisance dans la baie de Naples, un cadre magnifique pour un piège mortel. Le bateau fut spécialement construit pour s'effondrer et couler, conçu pour faire ressembler sa mort à un terrible accident. Il imaginait un meurtre propre, intraçable, un crime parfait, mais le bateau sophistiqué tomba en panne. Au lieu de couler rapidement, il se désintégra lentement, donnant à Agrippine une chance de réagir. C'était une bonne nageuse et une survivante féroce. Au milieu du chaos du bateau qui s'effondrait, elle réussit à nager jusqu'au rivage, échappant au piège mortel de son fils, blessé mais bien vivante. La tentative échouée fut un désastre. Pour Néron, Néron paniqua. Son plan élaboré avait lamentablement échoué. Et maintenant, sa mère savait, sans aucun doute, qu'il voulait sa mort. Son secret était exposé. Elle chercherait sûrement à se venger, ou du moins révélerait ses intentions monstrueuses au peuple romain. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le point de non-retour avait été franchi. Il n'y aurait plus de jeux, plus de pièges astucieux. Néron, maintenant consumé par la peur et la rage, envoya des soldats directement à la villa d'Agrippine. Ce fut un acte brutal et indéniable de matricide,
un fils ordonnant le meurtre de sa propre mère. Les soldats la trouvèrent en l'attendant. Elle affronta ses assassins avec un courage glaçant, un dernier acte de défi de la part d'une femme véritablement formidable. Alors que les soldats levaient leurs épées, elle aurait mis son ventre à découvert et leur aurait dit de « frapper ici », car ceci a porté le monstre. Sa mort et la manière dont elle l'a affronté choqua même Rome, endurci par la violence. Tuer sa mère était un crime presque inouï, considéré comme une trahison de la plus profonde espèce. Et Néron ne ressentit aucun remords, aucune culpabilité pour cet acte inqualifiable. Au lieu de cela, il se sentit libéré. Il ressentit un étrange sentiment de liberté vis-à-vis de la femme qu'il avait toujours contrôlée, qui avait toujours tenté de tirer les ficelles. Avec le sang de sa mère sur les mains, son chemin vers un pouvoir absolu et incontrôlé était désormais terrifiant clair. Il n'y avait plus personne pour lui dire quoi faire, plus personne pour se mettre en travers de son chemin, sans personne pour le contrôler, sans mère pour lui murmurer des avertissements, ni de conseiller pour le guider. Néron céda enfin à ses désirs les plus fous. Il croyait sincèrement être un artiste doué, un chanteur brillant, un poète incroyable et le meilleur aurige de Rome. Il se voyait comme un grand artiste, destiné à la grandeur sur ce scène, pas seulement sur le trône. Il força les citoyens les plus puissants de Rome, sénateurs, généraux et riches marchands, à assister à ses représentations publiques. Il devait y rester assis pendant des heures, écoutant ses chants, regardant ses pièces et applaudissant frénétiquement. Il exigeait des applaudissements, et personne n'osait refuser. Pour eux, c'était la terreur déguisée en divertissement, une démonstration humiliante de la folie de leur empereur, où un regard mal placé ou un bâillement discret pouvait signifier leur mort. Sa vie personnelle fut tout aussi brutale et chaotique, marquée par une traînée d'épouses mortes. Il divorça d'abord de sa femme gentille et populaire, Octavie, sur de fausses accusations, la blâmant de ne pas être loyale. Puis, non content de simplement divorcer d'elle, il la fit exécuter, envoyant sa tête à sa nouvelle femme comme un cadeau macabre. Sa mort fut pleurée par le peuple romain, qui l'avait aimé. Plus tard, dans un accès de rage incontrôlable, il aurait frappé à mort sa seconde épouse enceinte, la belle Popée Sabine. Les histoires racontent qu'il l'a frappée lors d'une dispute et qu'elle est morte de ses blessures. La liste des victimes de Néron s'allongea de plus en plus, incluant non seulement des épouses, mais même des enfants à naître, montrant une cruauté croissante qui ne connaissait aucune limite. Puis vint le désastre de 64 après J.C., le grand incendie de Rome. Un immense et horrible brasier éclata au cœur de la ville, dévorant Rome pendant 6 jours et 7 nuits. Il se propagea rapidement à travers les bâtiments en bois densément peuplés, laissant une traînée de destruction qui s'étendait sur des kilomètres. La ville gisait en ruines fumantes, fantôme de sa gloire passée. Des rumeurs se répandirent rapidement comme une traînée de poudre parmi la population survivante. Beaucoup de gens croyaient que Néron lui-même avait allumé l'incendie. Certains chuchotaient qu'il l'avait fait pour son propre plaisir pervers, voulant voir le spectacle d'une ville en flammes. D'autres affirmaient qu'il l'avait fait pour dégager de vastes étendues de terrain pour son palais de rêve, la Domus Aurea ou Maison dorée, un complexe immense et extravagant qu'il prévoyait de construire. Alors que Néron a bien aidé aux premiers efforts de secours et mis en place de nouvelles règles de construction pour prévenir de futurs incendies, ses actions après la catastrophe furent suspectes. Il s'empara de vastes zones de terre brûlée pour son immense palais doré,
s'assurant qu'il serait encore plus grandiose que tout ce qui avait été vu auparavant. Ce projet somptueux endetta Rome de plus en plus, irritant davantage les citoyens déjà souffrants. Pour faire taire les rumeurs grandissantes sur l'incendie et détourner la faute de lui-même, Néron trouva une nouvelle cible, un bouc émissaire commode. Le petit groupe impopulaire de chrétiens. C'était une nouvelle religion, mal comprise et souvent détestée par la population romaine en général, ce qui en faisait des cibles faciles. Néron les dépeignit comme des ennemis de l'État, responsables du grand incendie. Ce qui suivit fut un spectacle d'horreur qui choqua même une société habituée aux exécutions publiques. Les chrétiens furent raflés et soumis à des tortures indicibles. Certains furent cousus dans des peaux d'animaux, puis déchirés par des chiens affamés dans des arènes publiques. D'autres furent crucifiés, subissant des morts lentes et agonisantes. Plus choquant encore, beaucoup furent couverts de pois et de résine, puis incendiés, brûlés vifs comme des torches humaines pour éclairer les fêtes nocturnes de Néron. Ce fut une démonstration macabre de cruauté, conçue pour divertir l'empereur et terrifier tout dissident potentiel. En 65 après J.C., même les conseillers et les gardes les plus proches de Néron en avaient entassé de sa folie et de sa cruauté. Un vaste complot, connu sous le nom de « conspiration de Pison », fut tramé. Le but était de destituer Néron du pouvoir et de le remplacer par un sénateur respecté nommé Pison, dans l'espoir de restaurer un peu de raison et d'ordre dans l'Empire. Les conspirateurs comprenaient de nombreuses figures romaines importantes, lassées de vivre sous un tyran. Mais une affranchie nommée Epicharis, impliquée dans le complot, trahit le plan. Elle révéla la conspiration à Néron, peut-être dans l'espoir d'une récompense ou simplement par peur. La réponse de Néron fut terrifiante et immédiate, une répression brutale qui fit frissonner tout l'Empire. Néron déclencha une chasse brutale contre tous ceux qui étaient impliqués ou même soupçonnés de l'être. Beaucoup, qu'ils soient réellement coupables ou de simples connaissances innocentes, furent torturés sans pitié pour révéler d'autres noms. Les exécutions suivirent rapidement et sans pitié. Son ancien tuteur, le sage philosophe Sénèque, fut parmi ceux contraints au suicide, une fin tragique pour un homme qui avait essayé de guider le jeune empereur vers la vertu. Néron devint un dictateur paranoïaque, voyant des ennemis partout où il regardait, même parmi ses sujets les plus loyaux. Il détruisit les esprits les plus brillants de Rome, ses chefs les plus respectés, et plongea l'Empire entier dans un état glaçant de peur et de suspicion. Personne ne se sentait en sécurité, et chaque murmure pouvait mener à une sentence de mort. À quelle heure regardez-vous ceci? Matin, après-midi ou soir? Commentez ci-dessous. Et la chute de quel empereur romain devrions-nous enquêter ensuite? Donnez un nom et aidez-nous à découvrir d'autres secrets les plus sombres de l'histoire. Sa folie ne fit que croître. Il fit une tournée en Grèce, se croyant un véritable artiste et athlète. Il participa à des jeux artistiques et des courses de chars, gagnant chaque événement. Bien sûr, aucun juge n'osa contredire l'empereur et le déclarer moins que parfait. Il se baigna dans cette fausse gloire, complètement inconscient du réel danger qui montait à Rome. Pendant ce temps, de retour à Rome, l'Empire s'effondrait, des rébellions éclataient dans les provinces lointaines, les impôts étaient trop élevés et le trésor était vide en raison des dépenses somptueuses de Néron. Les légions romaines, lassées de son incompétence et de sa cruauté, commencèrent à se retourner contre lui. Ignorant le danger évident, Néron resta en Grèce, se complaisant dans ses fantasmes. Finalement, le Sénat romain
désespéré et poussé à bout, agit. Il déclara Néron ennemi public, le dépouillant de son pouvoir et de son autorité. C'était un message clair. L'Empire l'avait rejeté. Les légions, autrefois loyales, marchaient maintenant contre lui, déterminées à mettre fin à son règne de terreur. Fuyant Rome en secret, avec les soldats qui se rapprochaient de toutes parts, Néron trouva un affranchi loyal, nommé Épaphrodite, pour l'aider. L'empereur, autrefois puissant, désormais un fugitif pourchassé, ne put se résoudre à se donner la mort. Il tenta de se poignarder, mais sa main trembla. Dans un ultime acte de lâcheté, il força son secrétaire à le poignarder, mettant fin à sa misérable vie. Ces derniers radis mots, « Quel artiste périt en moi » montraient sa dernière et tordue conviction de soi, même alors qu'il se vidait de son sang. Dans ces derniers instants, il se voyait toujours comme un héros tragique, un génie incompris, plutôt que le monstre qu'il était vraiment. Sa mort marqua la fin d'une ère et un chapitre terrifiant de l'histoire romaine. La mort de Néron mit fin à la dynastie et julio-claudienne, la puissante famille qui avait régné sur Rome pendant des générations, à commencer par Auguste lui-même. Il laissa derrière lui un héritage de cruauté inimaginable, de folie profonde, du crime impensable de matricide et d'une ville à jamais marquée par le feu et la peur. Son règne fut une tache sombre dans la fière histoire de Rome. Il reste l'exemple ultime de la façon dont le pouvoir absolu, sans limite ni contrôle, peut corrompre complètement un être humain, le transformant en quelque chose de vraiment monstrueux. Son histoire est un rappel glaçant des dangers de l'autorité incontrôlée et de l'obscurité qui peut rôder au fond du cœur humain. Ce n'était pas seulement un règne, c'était une spirale dans la folie la plus totale, un voyage terrifiant dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Si l'histoire tordue de Néron vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en cliquant sur ce bouton d'abonnement maintenant. Et dites-moi dans les commentaires quel scandale royal ou quelle sombre figure historique vous souhaitez que nous explorions ensuite. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez appris quelque chose de vraiment horrible aujourd'hui. Néron devint un dictateur paranoïaque, voyant des ennemis partout où il regardait, même parmi ses sujets les plus loyaux. Il détruisit les esprits les plus brillants de Rome, ses chefs les plus respectés, et plongea l'Empire entier dans un état glaçant de peur et de suspicion. Personne ne se sentait en sécurité, et chaque murmure pouvait mener à une sentence de mort. Les procès étaient une mascarade, souvent basée sur de fausses accusations ou des aveux forcés. On obligeait les gens à témoigner contre leurs amis et leurs familles, les torturant s'ils refusaient. La grande curie romaine, autrefois un lieu de débat sérieux, devint une scène pour de cruels jeux d'accusations et de mort. Les riches étaient particulièrement en danger. Néron les accusait de trahison, puis s'emparait de leur fortune après leur exécution. Cela a contribué à financer son train de vie somptueux et ses projets de construction massifs, mais cela a également asséché l'économie de l'Empire et détruit de nombreuses familles puissantes. Sous le masque de la loyauté, un profond ressentiment grandissait. Le peuple était terrifié, tandis que les élites complotaient en secret, leur peur se transformant lentement en une colère brûlante. Rome, le fier cœur d'un empire, était désormais une ville noyée dans le sang et la paranoïa. Même ceux qui lui avaient été proches, comme son ancien tuteur Sénèque, n'étaient pas en sécurité. Sénèque, un écrivain et penseur brillant, avait essayé de guider Néron dans ses jeunes années. Il lui avait enseigné la philosophie,
espérant inspirer un souverain sage. Mais Néron vit dans la sagesse de Sénèque un défi, un jugement silencieux sur sa folie. Lorsque Sénèque fut lié à la conspiration de Pison, Néron ne perdit pas de temps. Il ordonna à Sénèque de se donner la mort. Sénèque affronta sa mort avec dignité, rappelant à ceux qui l'entouraient l'importance de mener une bonne vie. Sa mort marqua un tournant, montrant que Néron n'épargnerait personne, quelle que soit sa loyauté passée ou son importance pour Rome. La ville retint son souffle. L'air était épais de méfiance. On disait aux enfants de faire attention à ce qu'ils disaient, même à la maison. Rome n'était plus un lieu de liberté et de justice, mais une prison bâtie par la peur, où la parole de l'empereur était loi et son humeur était le destin. À quelle heure regardez-vous ceci, matin, après-midi ou soir? Commentez ci-dessous. Et la chute de quel empereur romain devrions-nous enquêter ensuite? Donnez un nom et aidez-nous à découvrir d'autres secrets les plus sombres de l'histoire. Tsaphautis. L'I ne fit que croître. Néron croyait sincèrement être un artiste divin, plus dieu qu'homme. Il fit une tournée en Grèce, connue pour ses Jeux olympiques et ses compétitions artistiques, y voyant sa chance de prouver son génie au monde. Il participa à tous les jeux artistiques imaginables. Il chanta, il joua de la lyre, il joua dans des pièces de théâtre, et il conduisit même des chars. Pendant des semaines, il défila à travers la Grèce, forçant tout le monde à l'acclamer. Bien sûr, il gagna chaque événement auquel il participa. Aucun juge, aucun autre compétiteur, et certainement aucun membre du public n'osa contredire l'empereur et le déclarer moins que parfait. Il savait qu'une telle insulte signifierait leur mort immédiate. Il se baigna dans cette fausse gloire, complètement inconscient du réel danger qui montait à Rome. Il croyait que ses triomphes artistiques étaient de plus importants que de gouverner un empire, même si cet empire commençait à s'effondrer sous ses pieds. Il ordonna la frappe de pièces à son effigie, le montrant avec une lyre ou une couronne de laurier comme un dieu. Il pensait sincèrement être un génie incompris, un artiste talentueux dont la véritable vocation était la scène, non le Sénat. Il était perdu dans son propre monde tordu d'imagination. Pendant ce temps, de retour à Rome, l'Empire s'effondrait. Les dépenses extravagantes de Néron avaient vidé le trésor, laissant Rome pratiquement en faillite. Ses projets massifs, comme la Domus Aurea, coûtaient des sommes d'argent incroyables. Pour couvrir ces coûts, les impôts furent augmentés de plus en plus, écrasant les citoyens ordinaires et les marchands. Les provinces, loin de Rome, ressentirent également la tension, leurs ressources étant constamment réclamées pour nourrir l'ego de l'empereur. Ce désastre économique entraîna un mécontentement généralisé. Des rébellions comme Anser a éclaté dans les provinces lointaines. Le peuple était fatigué des impôts élevés et les soldats, qui n'étaient pas payés correctement, perdaient leur loyauté. L'une des rébellions les plus importantes débuta en Gaule, l'actuelle France, menée par un gouverneur romain nommé Caius Julius Vindex. Il appela à la fin de la tyrannie de Néron, exhortant d'autres généraux à le rejoindre. C'était un défi direct au pouvoir de Néron. Peu après, un autre général puissant, Servius Sulpicius Galba, gouverneur d'Espagne, déclara également sa loyauté à Vindex et rejoignit la rébellion. Soudain, Néron n'était plus confronté seulement à des citoyens en colère, mais à des légions entières se retournant contre lui. L'armée, autrefois le pilier inébranlable du pouvoir romain, était maintenant divisée. De nombreux légionnaires,
en particulier ceux stationnés près de l'Italie, étaient encore loyaux, mais leurs commandants devenaient de plus en plus agités. Ils voyaient Néron comme danger pour Rome elle-même. Ignorant ces dangers clairs et présents, Néron resta en Grèce. Il continua à se livrer à ses fantaisies artistiques, célébrant ses victoires, tandis que Rome brûlait de mécontentement. Il semblait véritablement incapable de saisir la gravité de sa situation. Il se moqua des rébellions, convaincu que ses troupes loyales les écraseraient facilement. Il croyait que son pouvoir était absolu, un don des dieux, et qu'aucun simple général ne pouvait le défier. Cette arrogance serait sa chute finale. Finalement, le Sénat romain, désespéré et poussé à son extrême limite, agit. Il déclara Néron ennemi public. C'était la plus grave condamnation qu'un dirigeant romain put recevoir, le dépouillant de tout son pouvoir et de toute son autorité. C'était un message clair à l'ensemble de l'Empire. Néron n'était plus empereur. Il était un criminel, un hors-la-loi. Les légions, autrefois loyales, avaient maintenant une raison légale de marcher contre lui, déterminées à mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Néron rentra finalement à Rome pour n'y trouver que le chaos. Ses gardes l'avaient déserté, son palais était vide, et le peuple de Rome maudissait son nom dans les rues. Il était seul, complètement abandonné. Fuyant Rome en secret, à la faveur de la nuit, Néron trouva un affranchi loyal nommé Épaphrodite pour l'aider. L'empereur autrefois puissant, qui avait ordonné d'innombrables morts, était maintenant un fugitif pourchassé. Il portait des vêtements simples et montait un cheval modeste, loin de ses chars dorés. Il cherchait désespérément un endroit où se cacher, trouvant refuge dans une petite villa en dehors de la ville. Il entendit des soldats qui passaient parler de lui en mal, maudissant son nom, ce qui le remplit d'une peur encore plus profonde. Il réalisa que son heure était vraiment venue. Il tenta de se préparer à la mort, de montrer un peu de courage dans ses derniers instants. Mais l'homme qui avait commandé un empire, qui avait regardé Rome brûler, ne put se résoudre à se donner la mort. Sa main tremblait, trop secouée pour tenir le poignard. Dans un ultime acte de lâcheté, il força son secrétaire à le poignarder, mettant fin à sa misérable vie. Même alors, il ne put affronter la conséquence ultime de ses actions. Il eut besoin de quelqu'un d'autre pour commettre l'acte. Ces derniers mots, qualis artifex pereo, ce qui signifie « quel artiste périt en moi », montraient sa dernière et tordue conviction de soi, même alors qu'il se vidait de son sang. Dans ces derniers instants, il se voyait toujours comme un héros tragique, un génie incompris, plutôt que le tyran monstrueux qu'il était vraiment. Il était indifférent à la souffrance qu'il avait causée, à l'empire qu'il avait presque détruit. Son attention restait fixée sur sa propre image déformée, une tentative désespérée de créer une fin glorieuse pour une vie remplie d'infamie. Néron mourut en 68 après GCC à seulement 30 ans. Sa mort marqua la fin d'une ère et un chapitre terrifiant de l'histoire romaine. Elle mit également fin à la dynastie julio-claudienne, la puissante famille qui avait régné sur Rome pendant des générations, à commencer par Auguste lui-même. Avec la disparition de Néron, Rome plongea dans une guerre civile brutale connue sous le nom de « Année des 4 empereurs ». 4 hommes différents revendiquèrent le trône en succession rapide, chacun soutenu par différentes légions, déchirant l'Empire. Cela montra l'étendue des dégâts causés par Néron. Cette période d'instabilité fut le résultat direct du règne chaotique de Néron et de son échec assurer une succession claire. Rome
autrefois unie sous un empereur puissant, était maintenant fracturée et saignante, payant le prix ultime de sa folie. Néron laissa derrière lui un héritage de cruauté inimaginable, de folie profonde, du crime impensable de matricide et d'une ville à jamais marquée par le feu et la peur. Son règne fut une tache sombre dans la fière histoire de Rome, un avertissement gravé dans le sang et les cendres. Pendant des siècles, son nom serait utilisé pour décrire le pire des tyrans. Les histoires de sa cruauté seraient racontées encore et encore, servant de rappel glaçant de la facilité avec laquelle le pouvoir peut corrompre et de la rapidité avec laquelle l'humanité peut être perdue. Il reste l'exemple ultime de la façon dont le pouvoir absolu, sans limite ni contrôle, peut corrompre complètement un être humain, le transformant en quelque chose de vraiment monstrueux. Son histoire est un rappel glaçant des dangers de l'autorité incontrôlée et de l'obscurité qui peut rôder au fond du cœur humain. Le règne de Néron prouve que même le plus grand pouvoir peut s'effondrer sous le poids de la folie d'un seul homme. Il nous montre que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la sagesse, l'équité et la protection de votre peuple. Néron a choisi une voie différente, une voie d'autodestruction et de cruauté sans fin. Ce n'était pas seulement un règne, c'était une spirale dans la folie la plus totale, un voyage terrifiant dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Si l'histoire tordue de Néron vous a choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en cliquant sur ce bouton d'abonnement maintenant. Et dites-moi dans les commentaires quel scandale royal ou quelle sombre figure historique vous souhaitez que nous explorions ensuite. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez appris quelque chose de vraiment horrible aujourd'hui